Salut les gens. Salut les copains. Salut Dina. Ça va Dina? Dina, ça va. Elle revient de dehors. Moi, je viens de donner à manger aux animaux, donc ça va. Quoi de neuf chez vous? Moi, tout est ok. Comme je vous ai déjà dit, j'ai un énorme poids en moins sur la tête, avec cet examen de russe que j'ai passé. Voilà. Donc pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce, pensez à partager les vidéos aussi. Celle-là, je pense que vous allez pouvoir la partager si vous avez des amis qui pensent comme nous, comme moi, comme vous. Voilà, c'est important, je pense, de savoir tout ça, parce que surtout pour comprendre que c'est trop tard, je pense. Mais bon, parce qu'ils ont tout détruit. Mais, euh, mais voilà. Alors, il y a un livre qui est sorti d'un ancien commissaire de police qui s'appelle Maurice Signolet, qui s'appelle quelque chose comme Faillite de la police, je sais plus exactement le nom du livre, mais il le dit dans son interview. Alors, l'interview en question, je vais vous la mettre en lien sous cette vidéo, juste en dessous. Vous pourrez regarder après mon blabla, ce qu'il dit, et vous verrez que bon, ça correspond à ce que je vous raconte. Alors, ce monsieur était policier à l'époque où je l'étais aussi, et il fait un constat, mais le sien commence des années 80, le mien commence des années 90, mais c'est à peu près le même. Il explique euh, pourquoi personne ne viendra vous aider jamais. C'est assez clair. Il explique ça très bien aux journalistes je sais pas ce que c'est que cette émission, Ligne Droite, je crois. C'est une radio. Et il a exactement les mêmes constats que moi. Et quand il parle, moi, j'ai des souvenirs qui reviennent en tête et c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Euh, il parle du changement de la police, de la justice, de tout ça, tout ça, tout ça, à partir des années 80. Surtout, les lois ont changé des ors c'est la démocratie, c'est l'avancée, c'est mieux pour le futur, on est formidable, on est un pays démocratique, donc c'est mieux de faire comme ça, etc., etc. Ça, c'est les blabla qui vous ont sorti. La vérité, c'était pas ça du tout. La vérité, comme il dit lui, et moi je me souviens de ça, c'est que les juges ont commencé à foutre le nez dans les malversations, la corruption des politiques, la triche aux élections, etc., etc., etc. Et les politiques, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ouh, pas bon, on va se faire alpaguer, on va se faire foutre en tôle. Donc ils ont commencé à changer. Alors vous avez le code pénal qui fait les lois et le code de procédure pénale qui explique comment faire tout ça, comment accéder aux lois en fait, et comment le faire dans les règles. Donc ils ont commencé à changer le code de procédure pénale et ça a continué jusqu'à aujourd'hui, hein, ça change avec plein d'annexes, avec plein de tout ça. Et par exemple, ils ont rajouté le témoin assisté, qui n'existait pas avant, et qui n'est ni plus ni moins qu'une mise en examen, mais sauf qu'on dit témoin assisté parce que ça va aux politiques, vous ne serez jamais témoin assisté, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour les politiques. C'est pour que devant les médias, on dise témoin assisté, c'est un témoin. Vous retenez témoin, vous retenez pas mis en examen. Mais c'est exactement la même chose. C'est les mêmes procédures, c'est la même chose, il va devant le juge, il est présenté comme soi-disant, enfin possible coupable, etc., etc., etc. C'est la même chose. Mais c'est que pour eux. Vous n'y aurez jamais droit. L'appel, c'est pour eux aussi, c'est pas pour vous. Ils s'en foutent de vous, hein. L'appel, c'est pour eux. Euh, la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, enfin bon, tout ce cinéma, tout le cirque qui fait que quand un homme politique est condamné, il y en a pour à peu près 25 ans. Entre les procédures, parce que si vous voulez, à chaque palier que je viens de vous dire, c'est-à-dire le jugement, l'appel, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme, à chaque palier, vous avez, à la moindre décision d'un juge d'instruction, par exemple, votre avocat fait appel immédiatement en disant non, c'est pas normal, je suis pas d'accord avec cette décision, donc il faut juger
il faut qu'il soit jugé à chaque fois le fait de oui on le fait ou oui on le fait pas. Donc ça prend des mois, des années, et à chaque décision d'un juge, c'est ce qu'ils font. Ce qui fait que ça repousse jusqu'à... voilà. Et au final, vous voyez, Sarkozy, par exemple, il a mis des années à être jugé parce que ça a été ça pendant des années, des années. Appel de ci, appel de ça, je suis pas d'accord avec ci, ce témoignage est faux, j'estime que ce témoignage est faux, il doit pas être dans le dossier, blablabla. Bla bla bla. Tout, chaque micro porte d'entrée où l'avocat peut rentrer pour mettre le bazar, il l'utilise. Donc vous avez ça, vous avez plein de choses, plein de trucs. Il explique ça mieux que moi même dans sa vidéo, ce monsieur. Mais je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il vous explique que, en gros, mais moi je l'ai pris comme ça parce que moi je l'ai vécu, parce que j'ai fait ça. Lui était dans le 93, je crois que c'est Volnay-sous-Bois qui dit, moi j'étais à Stein, enfin Pierrefitte plutôt. Et, euh, et en fait, alors non, avant ça, il explique aussi que, et c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, que on est passé d'une justice qui mettait en prison où le type bah, il était pas bien et puis il y avait pas, on était à une époque du plein emploi, on était à une époque où il y avait des places en prison. Et aujourd'hui, il n'y a plus de place en prison, donc on hésite à mettre les gens en garde à vue, donc il faut qu'ils volent 50 voitures avant d'être mis en garde à vue, alors qu'à l'époque, une voiture volée en tôle. Donc la justice ne veut plus rien dire. Le système carcéral français, judiciaire et policier français est complètement à la dérive. Et il y a une chose qui ne dit pas, mais que je vais vous dire, c'est que pour l'instant, on est avec tout ce système que les politiques, hein, pas quelqu'un d'autre, hein, c'est les politiques qui le dégradent de plus en plus. Les policiers, au lieu d'être comme à notre époque, courageux, fiers de leur métier, etc., maintenant, ils veulent juste un salaire à la fin du mois et ne pas prendre de risques en allant au boulot. Alors que moi, je me rappelle des risques que j'en prenais, mais en permanence. Quoi. C'était pour rattraper des mecs, ils étaient en voiture à 5, moi j'étais en mobilette tout seul, et ben j'y allais, quoi. Je m'en foutais. Ça me faisait pas peur d'être blessé ou de... alors évidemment, des fois je les rattrapais pas, mais quand j'arrivais à les rattraper, et mon espoir c'était ça toujours, c'est qu'il y a un bouchon ou quelque chose qui bloque la voiture. Les 5, c'était l'envolée de moineaux. Il y en avait, ils partaient dans tous les sens. J'en choisissais un, et lui, du coup, en mobilette, j'allais plus vite que lui à pied, et j'arrivais à l'attraper celui-là. Donc j'arrivais à en attraper un. En faisant des plaquages de rugby, en faisant des... Enfin, vous pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, ils veulent plus faire ça. Aujourd'hui, c'est des mignons. Il reste des gens de l'ancienne génération qui, en fait, dans leur esprit, sont toujours comme ça, mais on les empêche de tout faire. Donc, ils ont qu'une seule envie, ils en ont marre, ils veulent aller à la retraite. Je pense que les policiers qui vont m'écouter, ils vont comprendre ce que je dis. Ils veulent qu'une seule chose, c'est de se barrer à la retraite. Voilà. Ils en ont marre du système, ils en ont marre des syndicats de police qui ont tout pourri. Qui soi-disant vous défendent, en fait, ils sont pas là pour vous défendre, ils sont là pour avoir des places de brigadier, de major, de lieutenant, de tout ce qu'on veut pour les copains, comme les hommes politiques en fait. Et voilà. Pour accorder leur signature à un texte du ministère de l'Intérieur qui, lui, après, devant les gens, va dire, vous avez vu, ça a été signé par les syndicats de police, pour qu'ils apposent leur signature en bas de ça, et ben en échange, il y a 40 places de major ouvertes à ce syndicat. Et évidemment, qui est-ce qu'ils mettent là-dedans? Les copains. Pas ceux qui méritent, pas ceux qui ont risqué leur vie, pas tout ça, mais les copains. Euh, donc ce monsieur, il explique très très bien dans son interview et dans son bouquin, j'imagine, puisqu'il doit expliquer la même chose, comment ça se passe, comment ça s'est passé, comment tout a été détruit par les politiques. Tous, hein, tous les politiques, hein, ils ont tous signé, ils ont tous voté pour, hein, que ce soit le Rassemblement National, la gauche, la droite, tout le monde. Ils ont tous vu immédiatement la possibilité de manipuler l'opinion, de faire appel, de tout ça, qui n'existait pas. Maintenant, vous pouvez le faire. Avant,
Avant, il y avait des trucs du genre. Alors, il donne un exemple qui m'a fait rappeler des affaires, mais c'est exactement ça en fait. Il donne l'exemple d'un type qui a un sac à dos avec 20 kilos de cannabis dedans. Il se fait arrêter par la police. Il parle pas, il est placé en garde à vue. Son avocat arrive, son avocat lui dit eh ben, vous allez déclarer que vous avez trouvé ce sac dans la rue et vous l'apportiez au commissariat pour le remettre à la police. Voilà. Donc, eh ben, c'est ce qu'il déclare. Et puis, bah, les juges, comme ils sont des gnangnans, des mignons, des gentils, ils le croient et ils le foutent dehors. Ils lui rendent pas son cannabis, évidemment, mais ils le mettent pas en prison. Il sera pas jugé. On en est là, voilà. Et moi, j'ai connu ça, c'était pas avec du cannabis, c'était avec d'autres trucs, mais bon, c'était ça, quoi. C'est affligeant, affligeant. Et aujourd'hui, vous en êtes là. Et il dit, ce monsieur, cet ancien commissaire, que la police ne peut plus vous protéger, mais c'est la vérité. Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai re-redit. Dans les années 90, on était à peu près 125 000 policiers en France. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, je me rappelle avec Darmanin qui disait qu'il y avait maintenant 165 000 policiers au lieu de 125 000, donc il y avait 40 000 de plus. Ah, fantastique. Mais quand vous décortiquez la vérité, c'est absolument pas ça. Il y avait 125 000 policiers, aujourd'hui il y en a 65 000 et 100 000 adjoints de sécurité qui sont payés au SMIC, qui n'ont aucun pouvoir, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas faire de procédure, qui ne peuvent pas aider à quoi que à ci, à ça. Et c'est juste des bras, quoi. Voilà. C'est juste des bras qui, éventuellement, sont dans la voiture avec vous. Et si ils font partie des 10% qui n'ont pas peur, parce que les autres, ils se barrent en courant à chaque fois, ou alors ils vont discuter avec la racaille, parce que c'est leurs copains de cité, puisqu'ils font partie des cités aussi. Souvent, ils sont recrutés là-dedans. Voilà. Et ils parlent. Moi, c'est un des trucs qui m'a fait partir. Je supportais plus ça. Les nouveaux collègues qui arrivaient, les nouveaux policiers, enfin je vais pas dire des collègues parce que c'est pas des collègues, les nouveaux policiers qui arrivaient puis qui parlaient en disant wesh, Ziva, non, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Moi j'ai vécu une époque où, comme il dit exactement dans sa vidéo, regardez là cette vidéo, elle est vraiment bien. Comme il dit, nous devions avoir les moustaches jusqu'au coin des lèvres comme ça, c'est tout. Pas de tatouage, pas de barbe, pas de si. On devait, moi à l'époque ça poussait pas. Ça a commencé à pousser, moi, la moustache, ça, quand je suis parti de la police. Sinon, jamais. J'en avais jamais. Je me rasais presque pas, ça poussait pas. Et donc, quand c'était comme ça, évidemment, on vous obligeait pas à avoir des moustaches. Mais soit on n'en avait pas, soit si on voulait avoir des moustaches, on en avait, mais jusqu'au coin, voilà. On ne pouvait pas avoir des grosses bacchantes, on ne pouvait pas avoir des favoris, on ne pouvait pas avoir la barbe, tout ça. Voilà. C'était sérieux. Et une chose qui est partie en vrille aussi complètement, quand nous faisions l'appel le matin, ou l'après-midi ou le soir quand on prenait notre service, bref, on était tous les uns à côté des autres, avec la distance d'un coude comme ça qui nous séparait, comme à l'armée pour ceux qui ont connu, hein, pour faire les faisceaux, pour faire les rangs. Et on était habillés de pied en cap, on avait notre casquette sur la tête, ou notre képi. Et notre chef, avant de commencer quoi que ce soit, avant de dire bonjour, avant de dire notre service du jour, etc., il passait dans les rangs et il nous regardait de haut en bas. Et il regardait si nos boutons étaient propres, les boutons de la veste, s'ils avaient été briqués un peu. Il regardait, il soulevait nos pantalons pour voir si on avait des chaussettes blanches, parce que ça, il n'était pas question. Il regardait si on était rasé. Il passait la main comme ça pour voir si c'était propre. Et voilà. Et aujourd'hui, moi je me rappelle à la fin, avant de partir, là, c'est tout le monde est assis sur les tables. Le chef, il vous parle, il vous donne votre service, personne n'écoute. Ils parlent entre eux, les mecs. Il y a quelques anciens encore chefs qui ont l'autorité et qui disent fermez-la. Je vous parle, fermez-la. Donc là, les mecs la ferment quand même. Sinon, ils vont avoir des problèmes. Mais il y en a qui sont un peu mous maintenant. C'est des brigadiers qui sont un peu mous, ou des chefs qui sont un peu mous, des majors un peu mous, des mignonnets, voilà. Donc du coup, bah, ils disent rien. Donc les mecs, bah, ils prennent leurs aises, quoi. Et puis la veste ouverte, rien sur la tête. Enfin, c'est la fête du slip, quoi. Comme on disait, la fête du slip. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là vous protègent? Et ils ont des demandes maintenant via les syndicats.
pour leur mission, pour le matériel, pour les nouvelles voitures, pour ci, pour ça, je vais vous dire, moi, nous on avait des 309. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est. On avait des 309 et ça marchait très bien. Et en ville, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'une voiture avec un gros moteur pour chasser une Mercedes. Parce que en ville, vous chassez pas une Mercedes. Enfin, vous la chassez la Mercedes, mais la Mercedes, elle va pas aller à 200 km/h. En ville, elle va aller à maximum, allez, 80. Et puis au bout d'un moment, s'il fait le con et qu'il y a un dos d'âne et qu'il le voit pas, il va se planter. Et c'est là qu'on l'interpelle, parce qu'il a planté la bagnole. C'est pour ça qu'on se met derrière, quoi. On lui fout la pression avec les sirènes, avec le bleu, avec tout ça, pour que le mec il flippe, et voilà, c'est le but. Donc on n'a pas besoin des grosses voitures qu'ils ont maintenant, tout ça, là, avec la nouvelle peinture, ça. Combien que ça a coûté ça encore? On n'a pas besoin de ça dans la police, on n'a pas besoin. C'est comme les nouveaux commissariats qui ressemblent à des bunkers, tout ça. On n'a pas besoin de ça. Ça sert à rien. C'est juste horrible. Ça fait juste travailler les policiers dans un milieu horrible. Moi j'ai travaillé, les moments où j'étais le plus heureux de ma vie, dans ma carrière, c'était à Pierrefitte. C'était une espèce de terrain sur lequel il y avait un petit pavillon en meulière, où il y avait en haut le patron, à l'étage en dessous la PJ, en bas l'accueil, terminé. Et près de tout ça, il y avait des grands algécos pour les chantiers, là, vous savez. Donc l'hiver, on avait froid quand même là-dedans. Enfin, le chauffage, il marchait. Les murs étaient comme ça. Hein. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et pour se changer, on avait des algécos derrière, vous savez, qu'on peut amener avec une grue, là. Et on avait nos vestiaires là-dedans et on changeait là-dedans. Voilà. Et j'ai jamais été aussi heureux. Parce qu'on aimait bien notre poste, parce qu'on pouvait y faire un barbecue sur un jour de repos. On décidait, tiens, ben, on travaille pas mardi, tiens, mardi, ceux qui veulent venir, on fait un barbecue sur le terrain, au milieu des bagnoles, quoi, ou je sais pas, on se démerdait. Et c'était super, voilà. Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de tout ça, c'était un barbecue, quoi, un vrai barbecue. Euh, Et quand vous aviez une ambiance comme ça, vous alliez au boulot, mais avec grand plaisir, quoi. Et puis vous preniez des risques avec grand plaisir. Moi, j'ai même jamais pensé que je prenais des risques ou quoi que ce soit. Enfin, si, des fois, oui, mais c'est qu'après qu'on se rendait compte. Mais j'ai été dans des situations où je me suis retrouvé comme Davy Croquette au Fort Alamo, entouré de mobylettes, avec les mecs, ils étaient une cinquantaine, ils nous jetaient des tournevis, des couteaux, des pierres et tout ça. Et nous, on n'avait rien, quoi. Puis on voulait pas leur tirer dessus non plus. Et on avait notre gars interpellé qui est là. Puis comme on était en mobilette, on pouvait pas le foutre sur la mobilette. Il était menotté, le mec. Donc il fallait attendre des renforts. Et pendant qu'on attendait les renforts, les autres, ils nous jetaient tout ce qu'ils pouvaient. J'avais des collègues qui leur rejetaient les objets. Je leur disais d'arrêter, mais arrêtez, puisqu'ils nous les renvoient après encore. Gardez-les là, et puis c'est tout. Quand ils en auront plus, ils arrêteront. Voilà, donc c'était ça. C'était ça le travail de flic. Les îlotiers, quand Sarkozy a décidé d'arrêter ça à la demande des syndicats, parce qu'il ne faut pas se leurrer, euh, c'était une énorme connerie. Alors il disait que les mecs, ils étaient tout seuls dans les cités, c'était dangereux. Mais bien sûr que j'étais tout seul dans les cités, avec ma mobilette 103 SP. Là. Mais tout le monde me respectait. Il fallait juste pas se laisser faire, filer des tartes quand il fallait. Il y a des mecs que je sais qu'ils avaient essayé de braquer l'épicerie par exemple, et puis quand je les trouvais, je leur filais 4-5 tartes dans la gueule, et puis je ne les embarquais pas, je les foutais pas en garde à vue, et je leur disais si jamais tu recommences, la prochaine fois c'est pas des tartes que tu vas prendre. Et le mec, je l'envoyais jamais. Jamais plus, il attaquait l'épicerie. Faites-le ça maintenant, vous allez voir les problèmes que vous allez avoir. C'est fini. Et pour moi, chose qu'il ne dit pas dans son interview, c'est que imaginons demain quelqu'un arrive, comme je dis souvent, un dictateur, bienveillant. Il dit maintenant c'est fini la rigolade, maintenant on fait comme ça, les policiers ils y vont, tout ça. Et ben c'est fini mon gars. Les policiers courageux, les policiers qui en avaient des roupettes et tout ça, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, il y en a très peu. Et là ils sont formatés depuis presque 20 ans à ne pas le faire, à ne pas aller au boulot avec plaisir, à ne pas risquer sa peau pour juste arrêter un mec des fois. C'est fini ça, c'est fini, c'est trop tard. C'est comme si Macron il dit tiens on va refaire des centrales nucléaires, mais qui va les faire? Les ingénieurs, il n'y en a plus. Ils sont tous à la retraite.
ils n'ont plus envie de bosser, ou ils sont partis à l'étranger, ou, enfin vous voyez, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Il faut comprendre ça aussi, et je pense que c'est là le plus gros problème. C'est que la politique a tout détruit pour son bien-être à elle, c'est-à-dire que si eux, ils peuvent se sortir de leurs âneries qu'ils font et que ça impacte sur le bien-être de la population, ils en ont rien à secouer. Mais à un niveau, vous ne pouvez pas imaginer. Mais rien du tout, rien à secouer, de rien, de rien, de rien. Ils s'en foutent, mais alors, vous pouvez pas vous rendre compte. Vous voyez des gens qui vous parlent avec les sourires. Alors déjà, première chose, les politiques, quand ils me parlent, et quand ils sourient et qu'ils montent toutes leurs dents, déjà, confiance zéro. Ça, c'est des trucs de communication. Il faut montrer toutes ses dents pour faire croire que... Non, ça, jamais. Je ne crois pas ces gens. Voilà. Les gens qui sourient en montrant toutes leurs dents, aucune confiance. Et me dites pas que c'est un tic physique ou je sais pas quoi, non, non, ça n'existe pas. Ça s'apprend de faire de sourire avec toutes ses dents comme ça. Moi, je peux pas le faire. C'est, déjà, on a l'air débile. Déjà. Enfin voilà. Donc je vais vous mettre le lien de cette vidéo de ce commissaire à la retraite là, en dessous de celle-là. Vous allez pouvoir la regarder. Vous allez voir qu'il dit la même chose que moi, que je dis la même chose que lui. On a vécu les mêmes trucs. Sauf que lui était commissaire, moi j'étais en bas, c'est moi qui prenais les risques. Lui un peu moins, mais, euh, mais je ne regrette pas. Parce que j'ai passé les plus beaux moments de ma vie. Quand vous prenez des risques énormes, chose qui n'existe plus avec les policiers d'aujourd'hui, ça. Ils pensent d'abord à eux. Mais nous, on prenait des risques énormes parce qu'une grand-mère s'était fait attaquer, on trouvait ça inadmissible, on voulait absolument retrouver celui qui avait fracassé la tête de la mamie. Et quand on le retrouvait, on avait pris des risques, quitte à se faire tuer, hein, à se faire renverser par la bagnole dans laquelle le mec était, pour, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ben on était content. Mais on était content 5 minutes, quoi. Voilà. Après, on passait à autre chose. Après, on refaisait un autre. Enfin, vous comprenez, c'était notre métier, quoi. Et comme il dit dans la vidéo, à cette époque-là, on rentrait dans la police avec une certaine idée de la défense de la population, avec une certaine idée. Voilà. Aujourd'hui, ils rentrent avec rien. On leur dit qu'il faut faire des PV, ils font des PV, plein. L'État rajoute des radars partout. Pour faire quoi? Ça apporte rien à la sécurité des gens. Voilà. En Russie, il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de radar. Il y a des radars, mais tous les radars vous prennent à plus 20 km/h. Est-ce qu'il y a plus de morts en Russie qu'en France? Je ne sais pas, je crois pas. Peut-être un petit peu plus parce qu'ils sont un peu plus nonchalants sur tout ça. Ils mettent jamais leur ceinture, tout ça. Bon, ça, mais c'est leur problème. C'est de là que part le système en fait. C'est leur problème. Voilà. Pourquoi l'État met tout ça pour soi-disant vous protéger et tout ça? C'est parce que du coup, bah, vous allez mettre votre ceinture et du coup, ils n'auront pas à payer 3 camions de pompiers dans la caserne, mais que 2. Parce qu'il y aura moins d'interventions à faire. C'est comme ça qu'ils voient eux. C'est toute une histoire de pognon. Mais avec le vôtre, évidemment. Puisque les camions de pompiers, c'est vous qui les payez. Hein. Enfin voilà. Bon, je vous laisse regarder cette vidéo si vous voulez. Très intéressant. Tout ce qu'il dit est vrai. Je confirme tout ce qu'il dit. Tout. J'ai vécu la même chose. Et comme, comme il disait que, pareil, quand un mec était interpellé, vol de voiture, il allait en prison. Voilà. Maintenant, il faut qu'il en ait volé 40 et qu'il se soit fait choper 40 fois. Donc, quand quelqu'un se fait choper 40 fois à voler une voiture, ça veut dire que dans la réalité, il en a volé 150. Voilà. Il s'est fait attraper 40 parce qu'il n'a pas été malin ces 40 fois. Il ne faut pas voir quelqu'un qui a un casier judiciaire avec 40 mentions. C'est pas quelqu'un qui a fait 40 bêtises. C'est quelqu'un qui en a fait 5000 et il s'est fait choper 40 fois. C'est toujours comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Hein, moi, je vais aller. Les chèvres ont dû finir de manger, je vais aller les mettre dehors. Et je vous souhaite une bonne journée. Et pensez à vous abonner et tout ça, et partager la vidéo. Et blablabla, tout le cinéma. Et les mamans des soldats aussi sur Boosty. J'espère et je fais tout pour essayer d'avoir un compte dans la semaine en France. Voilà, si ça se fait, je vous le dirai. Je vous le mettrai sur Telegram. Oui, je vous en toucherai un mot ici. Allez, bye.